Salut les investisseurs, dans cette vidéo, on va mettre à jour les résultats du screener Top 10 France pour fin février, début mars 2025. Pensez à vous abonner à la chaîne si ce n'est pas déjà fait. Et on commence tout de suite avec les paramètres du screener. C'est très simple. On prend les entreprises qui se négocient en France, toute industrie, on peut même enlever le critère, et on prend les entreprises qui sont les composantes du iShares MSCI France, donc c'est-à-dire un ETF qui réplique en fait les entreprises cotées françaises. On met un seuil à 100 milliards de market cap et ça nous donne 10 entreprises. Le résultat du screener, on va enlever le prix, c'est pas intéressant. Voici le résultat du screener trié par capitalisation boursière. Donc les différentes métriques qu'on a: market cap, valeur d'entreprise sur EBITDA, rendement des capitaux investis, dette nette sur EBITDA, le free cash flow comparé au bénéfice net, la croissance du chiffre d'affaires sur 10 ans, croissance annualisée, et le rendement du dividende, s'il y a un dividende. Alors on va se mettre une métrique additionnelle, on va se mettre un PER également, parce qu'on peut utiliser la valeur d'entreprise sur EBITDA, mais ça parle plus en général d'utiliser le price earning. Alors on se met le price earning ici, il faut que je le retrouve. Il est là, voilà, sur les 12 derniers mois. Alors, on y va. Première capitalisation française, on a LVMH, market cap de 360 milliards de dollars, donc 350 milliards d'euros, on va dire à peu près. Valeur d'entreprise sur EBITDA de 15, contre un PER de 28. Bonne rentabilité, toujours sur les 12 derniers mois, on a 13%. Pas beaucoup de dettes au bilan, une fois la dette nette sur EBITDA. Des free cash flow légèrement plus élevés que les bénéfices nets, donc ça c'est bon quand c'est dans ce sens-là, sauf si c'est au détriment des capex, donc à vérifier dans les tableaux de flux de trésorerie. Une croissance importante en rythme annualisé sur 10 ans à 10,70%, et un rendement du dividende qui est à 81,90%. On va se rajouter le payout ratio pour vérifier que ce dividende est soutenable. On est sur un payout ratio de 50%, free cash flow plus élevé que les bénéfices nets, donc ce dividende, il est sécurisé. Maintenant, le rendement n'est pas très élevé, mais il va pouvoir continuer à augmenter tranquillement. LVMH, donc c'est un peu cher, enfin il y a la bonne rentabilité, comme on est en creux de cycle, ça se paye sur des multiples plus bas qu'à l'accoutumée, c'est un peu cher, mais pas tant que ça pour LVMH. Moi je pense que c'est une des entreprises attractives de ce top 10, on va voir ça par la suite. On continue avec Hermès, market cap d'à peu près 290 milliards d'euros, donc à peu près 300 milliards de dollars US, valeur d'entreprise sur EBITDA de 40, donc ça c'est stratosphérique, price earning de 63, donc ça aussi très élevé, et on a une excellente rentabilité des capitaux investis à 21,2%, donc ça c'est très bon, pas de dette, on a du cash net même chez Hermès. Les free cash flow sont à peu près équivalents aux bénéfices nets. Il y a une bonne croissance, sur 10 ans on a presque 14% de croissance annualisée, donc c'est excellent, c'est pour ça que les multiples sont très élevés. Un rendement du dividende qui est faible, et un payout ratio qui est pas si élevé que ça, ce qui veut dire que ce dividende il peut augmenter tranquillement. Et donc là on se paye sur des multiples très très chers. Hermès, moi je déconseille de s'intéresser, de rentrer sous cette entreprise, parce que le multiple est très élevé, donc s'il y a une publication qui est en dessous des estimations des analystes, ça peut très vite et très fort corriger sur Hermès. On continue avec L'Oréal, une market cap de 195 milliards de dollars US, donc à peu près 189 milliards d'euros, valeur d'entreprise sur EBITDA de 20, un price earning de 30, enfin 29,5, rendement des capitaux investis à 14,5%, ce qui est pas mal, un petit peu de dette mais rien de significatif. Les free cash flow sont à peu près équivalents aux bénéfices nets. On a une croissance qui faiblit un peu, on est qu'à 7% en rythme annualisé sur 10 ans chez L'Oréal. Donc là on est plutôt sur une société qualité plus que croissance. Un rendement du dividende qui est à 2%, et un payout ratio qui est proche de 50%, donc les free cash flow sont plus élevés que les bénéfices nets, on doit être autour de 50%. L'Oréal, je pense que c'est un petit peu rebondi, il y avait quand même une fenêtre d'opportunité là, sur la fin d'année 2024. Je pense que le timing est toujours bon. Maintenant, bien sûr, c'est pas un conseil d'investissement, vous pouvez creuser le dossier, mais je vois pas de soucis majeurs sur L'Oréal, hormis peut-être la valorisation qui est un peu élevée par rapport à l'historique, c'est pas si élevé que ça non plus. Ensuite, on continue Sanofi, donc on est dans le laboratoire pharmaceutique, market cap d'à peu près 130 milliards d'euros, valeur d'entreprise sur EBITDA de 12, un price earning de 24, ce qui est quand même un peu élevé pour l'entreprise par rapport à son historique.
On a vraiment un capital investi qui est pas folichon, hein. On est à 9%, avec un peu de dette, mais rien de significatif. Free cash flow plus élevé que les bénéfices nets. Donc ça c'est bien sauf si c'est au détriment des capex, hein, comme toujours. Donc à vérifier. Une croissance qui est un peu faible, hein, 3,3% sur 10 ans, en rythme annualisé, c'est pas incroyable. Et un bon rendement du dividende, mais un payout ratio qui est quand même élevé. Et si on regarde un free cash flow, on doit être peut-être à 75%, mais ça c'est trop élevé. Donc ce niveau de dividende, à mon avis, il n'est pas soutenable, sauf si on a un creux temporaire de free cash flow, ou le bénéfice. Mais bon, si on se dit que ça c'est le niveau à peu près qu'on va obtenir dans les prochaines années, ce dividende, à mon avis, est beaucoup trop élevé. Donc là-dessus, il faudra se méfier, hein, pour Sanofi. Donc moi, traditionnellement, je suis à l'écart du secteur pharmaceutique. Pourquoi ? C'est parce qu'il y a souvent des risques de procès. Et donc, d'une année sur l'autre, on peut avoir les bénéfices qui sont divisés par 2 uniquement parce qu'on a des effets secondaires sur une molécule. Donc ça rend l'industrie trop imprévisible. Et pour Sanofi, elle est très chèrement valorisée pour la faible croissance qu'il y a et la faible rentabilité également. Donc c'est pas du tout une des leaders du marché. Elle est moins bien positionnée que des américaines par exemple, ou que des anglaises. Donc moi Sanofi, je suis plutôt à l'écart. Allez, on continue avec Schneider Electric. Donc ça c'est la star de ces dernières années. L'effet IA, l'effet data center, etc. Market cap d'à peu près 130 milliards d'euros. Valeur d'entreprise sur EBITDA de 18,3 et un price earning de 31. Donc ça se paye cher, hein, Schneider Electric. Rentabilité tout à fait correcte à 10%. Un peu de dette, mais rien de significatif, à 1,2 fois la dette nette sur EBITDA. Des free cash flow qui sont plus élevés que les bénéfices nets. J'ai analysé récemment, et il me semble pas que c'est à cause des capex qui sont plus bas que les prestations amortissement, donc c'est d'autres éléments non cash qui font que ça améliore les free cash flow. Croissance, on va dire, plutôt moyenne, plutôt faible, hein, d'ailleurs, même sur Schneider Electric. Maintenant, en fait, ça a été reboosté sur les dernières années grâce à l'IA, donc il faudrait regarder sur une période plus courte. Je pense qu'il y a plus de croissance que ça. Rendement du dividende à 1,70%, le rendement est plutôt faible, mais c'est plutôt dû à la valorisation qui est élevée plus que à la pingrerie du management, je pense. Surtout que, on a un payout ratio qui est à peu près à 40%, donc il y a quand même de la place pour augmenter ce dividende, mais il augmente progressivement, et pas d'un coup ce dividende. Donc le management est plutôt prudent sur ces augmentations de dividendes. Chez l'électrique, à mon avis, c'est un peu trop chèrement valorisé, il faudrait attendre un repli du cours pour se positionner peut-être sur un price earning de 25, ça voudrait dire quand même 20% de baisse du cours pour que ça soit un peu intéressant. Airbus, donc là on est dans l'aéronautique, market cap de 130 milliards d'euros, valeur d'entreprise sur EBITDA de 17, un price earning de 31 comme Schneider Electric, rentabilité à peu près comme Schneider Electric, à peu près 10% de la demande des capitaux investis. On a du cash net chez Airbus, donc ça c'est bien, ça renforce la solidité du dossier. Des free cash flow qui sont plus bas que les bénéfices nets. Donc là, il faut aller voir un tableau de trésorerie la raison. Ce qui veut dire que le payout ratio ici est plus élevé en réalité, puisqu'on paye avec les free cash flow, hein, le dividende. On est sur une faible croissance et un rendement du dividende qui est pas si élevé que ça. Donc Airbus, moi je pense qu'il vaut mieux rester à l'écart également. Là, pour l'instant, on est trop chèrement valorisé. Il faudra attendre de revenir vers un price earning de 25-20 même, vu l'industrie. Pour que ça soit intéressant, comme ça en plus ça rendrait le rendement du dividende un peu plus intéressant que ce qu'il y a ici, parce que ce rendement du dividende ne va pas beaucoup bouger en fait, hein, vu qu'on est déjà sur un payout ratio élevé. Total Energy, donc la major pétrolière française, on est sur une market cap de 130 milliards d'euros également, on est sur une valeur d'entreprise sur EBITDA de 4,2, là vous voyez la différence quand même, hein. C'est la valorisation la plus faible de ce top 10, 4 fois la valeur d'entreprise sur EBITDA, c'est uniquement parce que en Europe on déteste les pétrolières et donc les investisseurs ESG ils ne peuvent pas rentrer dessus et donc ça offre des valorisations qui sont vraiment très douces, un price earning de 9, même si c'est une industrie qui est mature, c'est un leader mondial, hein, Total Energy, donc là il y a c'est pas cher du tout. Rendement des capitaux investis à 8,5, ce qui est correct, convenable, mais pas extraordinaire non plus, hein. Valeur. Donc la dette nette sur EBITDA elle est quasiment nulle, hein. Donc on n'a pas beaucoup de dettes et c'est normal, on est sur une entreprise qui est mature, qui génère beaucoup de free cash flow, il n'y a pas de raison de s'endetter sauf si on fait des acquisitions. Free cash flow plus élevé que les bénéfices nets, donc ça c'est pas mal. Il n'y a plus de croissance comme on l'a indiqué, on est à moins 1% sur 10 ans. Maintenant sur cette industrie, on est dépendant du prix de la matière première, donc ce qu'il faut regarder plutôt que la croissance du chiffre d'affaires, c'est la croissance des volumes. Et les volumes sont en croissance chez Total Energy. On subit les prix, donc voilà, ça fait fluctuer le chiffre d'affaires.
mais c'est pas trop important. Vraiment du dividende, 6% quasiment, versé trimestriellement, c'est vraiment très très bien pour un rentier. Payout ratio, très bon, à 50%, donc excellent. Donc Total Energy, hein, alors si on est plutôt un investisseur qui aime le dividende et qui est plutôt en phase de rente, c'est très très bon. Si on est un investisseur value, on peut aussi rentrer sur Total Energy, puisque la valorisation est faible, donc on peut jouer un redressement des multiples. Voilà, sur une bonne, il faut qu'on surveille évidemment les cours du pétrole et du gaz, hein, pour Total Energy. Il faut normaliser aussi ces valeurs, parce que on peut être ponctuellement à un niveau qui est bas, mais en fait si on normalise, vu qu'on a gagné beaucoup d'argent sur les années précédentes, il suffit que la matière première baisse pour que en fait l'EBITDA baisse également, et donc le multiple se relève. Mais bon, à ce niveau-là, je pense que c'est quand même pas très cher payé. EssilorLuxottica, donc on est sur une société qui est un leader mondial de l'optique, à peu près une market cap de 130 milliards d'euros, valeur d'entreprise sur EBITDA de 21, donc c'est très cher, hein, Essilor, 55 de PE, très très cher. Rendement des capitaux investis, pas élevé du tout, on est à 5%, donc moi je comprends pas ce dossier, pourquoi il est aussi chèrement valorisé, alors qu'on a une faible rentabilité. On a un peu de croissance, hein, sur 10 ans quand même. Bon, il y a eu des acquisitions, hein, donc ça inclut de la croissance externe également. Un peu de dette en plus au bilan, hein, 1,5, c'est le dossier le plus endetté de ce top 10. On est sur des free cash flow plus élevés que les bénéfices nets, donc ça fait baisser un peu ce payout ratio. Maintenant, le rendement du dividende est faible parce que, voilà, 1,40%, parce que, en fait, l'entreprise se paye très cher. Donc c'est pour ça que le rendement est faible. Et sur Luxottica, moi je comprends pas, hein, ce dossier, pourquoi c'est aussi chèrement valorisé. Ça spécule peut-être sur le partenariat avec Meta, mais je trouve que c'est vraiment trop cher payé pour ce que c'est. Safran, donc le motoriste pour l'aéronautique, on est sur une market cap de 100 milliards d'euros à peu près, 18 fois la valeur d'entreprise sur EBITDA, price earning pas défini parce que on a une perte. Maintenant c'est une perte comptable puisqu'on a les free cash flow qui sont largement positifs. Donc là il faudrait regarder un price to free cash flow, mais bon c'est trop élevé, hein, ce 18,4 en valeur d'entreprise sur EBITDA, c'est quand même cher. Mais on a une excellente rentabilité chez Safran, 26%, c'est la rentabilité la plus élevée de ce top 10. Rendement du dividende un peu faible, ça tient à la valorisation qui est élevée. Alors du coup il n'y a pas le payout ratio puisque en fait les bénéfices sont négatifs, mais comme on paye avec les free cash flow, on pourrait calculer un payout ratio, à voir de votre côté. Croissance 6%, donc c'est une croissance moyennement élevée, donc c'est pas mal, hein, ça rend, mais c'est trop cher évidemment. Air Liquide, la boîte préférée des investisseurs individuels français, on est sur les gaz médicaux, les gaz, le spécialiste du gaz, hein, français, un des leaders mondiaux. Market cap d'à peu près 100 milliards d'euros, valeur d'entreprise sur EBITDA de 14,5, un price earning de 31, ce qui est cher, une bonne rentabilité des capitaux investis à 10%, ce qui est convenable, un peu de dette, hein, quand même au bilan. On est sur des free cash flow moins élevés que les bénéfices nets, donc il faut aller voir pourquoi. Est-ce que c'est une variation défavorable du besoin en fonds de roulement? Ça peut être ça, dans ce cas-là c'est un peu dommage. Il y a une croissance qui est moyenne, mais correcte on va dire, hein, 5,7%, donc c'est pas mal. Un rendement du dividende de 1,7%, avec un payout ratio qui est en fait plus élevé que ce qui est indiqué ici, puisque les free cash flow sont plus bas que les bénéfices nets, donc on doit être proche des 60%. Donc ce dividende il est pas non plus menacé, mais déjà il est pas très élevé, parce qu'on est chèrement valorisé, mais il va pas augmenter beaucoup plus sur Air Liquide. En plus il y a de la dilution régulière, parce que il y a le fameux plan d'action, les fameuses actions gratuites, quand on est actionnaire de long terme et qu'on en détient un certain nombre. Donc ça dilue un peu l'actionnaire. Dans la liste, ceux qui font des rachats d'actions, il me semble que LVMH en fait, et il me semble, et je suis sûr que Total Energy en fait. Sanofi a dû en faire aussi un petit peu épisodiquement, à vérifier de votre côté. Donc voici pour cette revue les dossiers favoris de cette sélection. Donc moi je mettrai LVMH, je pense que le timing est toujours bon sur LVMH, on n'est pas si cher payé que ça par rapport à l'historique. Il y a un peu de rendement du dividende, donc ça c'est pas trop mal. L'Oréal, ça commence à être un peu limite, mais pourquoi pas. L'Oréal aussi ça peut se mettre en portefeuille, parce qu'on a un rendement du dividende à 2%, qui est pas si mal, et qui est bien sécurisé, il n'y a pas de dette, bonne rentabilité, une valorisation qui est, on va dire, moyenne, enfin qui est moins élevée, qui doit être sur la médiane historique. Et le dernier dossier, évidemment, Total Energy, parce que on est sur quelque chose qui se paye pas très cher du tout, alors que c'est un leader mondial, et qu'en plus on a du dividende pour dérisquer le dossier. Donc tous les trimestres vous avez du cash qui rentre, et après vous pouvez en faire ce que vous voulez, le réinvestir ou le sortir.
J'espère que cette analyse vous a plu. Si c'est le cas, mettez un pouce vers le haut et pensez à vous abonner à la chaîne. À bientôt.